Donc il nous reste à entendre pour la première plaidoirie Alice Pérez et Enola Roland. Mesdames et messieurs les membres du public, mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir. Au moment même où je m'adresse à vous, des hommes et des femmes sont enfermés dans des camps et vivent dans des conditions déplorables. Des enfants sont arrachés aux bras de leur mère, des femmes sont violées continuellement, des hommes sont contraints de travailler sans relâche. Voilà maintenant 14 ans qu'en toute impunité, la Chine mène une politique répressive contre les Ouïghours, cette communauté musulmane vivant dans la région du Xinjiang. Vous vous demandez sûrement quel peut être le motif derrière une telle politique. Je vais vous le dire. Elle prend ses racines dans une stigmatisation, une étiquette injuste qui qualifie l'ensemble de cette communauté de musulmans de terroristes. Des terroristes. Kalbinur Sidibey, professeur des écoles, raconte avoir été convoqué le 18 juillet 2017 pour un examen médical obligatoire. Une fois arrivée devant l'hôpital, elle constate une queue très longue, avec plein d'autres femmes. Elle rapporte ensuite qu'on lui a demandé de s'allonger et d'écarter les jambes. Puis, qu'on lui a introduit stérile. La politique de stérilisation forcée que mène la Chine est massive, de la contraception à la stérilisation forcée, jusqu'aux avortements imposés. Cette politique vise clairement l'éradication de la communauté ouïghour. Pourtant, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme dispose que, je cite, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Des terroristes. Gulbar Jalilova, 50 ans, arrêtée à un hôtel par les autorités chinoises alors qu'elle se reposait de son travail. Elle passa 1 an, 3 mois et 10 jours en CP. En effet, face à ces terroristes, la Chine a mis en place ce qu'elle nomme des camps de rééducation. Aujourd'hui, Gulbar apparaît dans les médias, le visage grave, la gorge nouée par l'émotion. Elle raconte que chaque jour, des femmes partaient avec un sac sur la tête et revenaient quelques heures plus tard, couvertes de lésions et de bleus. Un jour, à son tour, elle est emmenée dehors, un endroit où l'on ne peut pas l'entendre crier. Un gardien baisse son pantalon et la viole. Elle témoigne d'un échange pour le moins traumatisant. « Tu n'as pas de sœur, pas de mère, comment peux-tu faire ça ? Comment tu peux croire ressembler à ma mère ? Tu ressembles à un monstre. » Et là, vous vous dites que la Chine, entendant la détresse de ces pauvres innocents, prend conscience du ridicule et de l'horreur de cette politique. La réalité est tout autre. Face aux témoignages, ainsi qu'au rapport de l'Organisation des Nations Unies, elle répond que tout ceci n'est qu'une conspiration anti-chinoise. Elle maintient que ce sont des camps de formation professionnelle et de déradicalisation. Ils sont en réalité destinés à effectuer un total lavage de cerveau, afin de débarrasser les Ouïghours de leur identité culturelle et de leur religion. Les hommes et les femmes sont séparément enfermés et enchaînés dans des dortoirs par dizaines. Ils sont obligés de se relayer pour dormir, car il manque de place. Leur journée se résume à écouter des chants à la gloire du Parti communiste chinois et à étudier la langue et l'histoire chinoise. Ils sont soumis à des régimes alimentaires stricts, subissent des tortures, à la fois physiques et psychologiques. Ils sont contraints d'écouter des discours portant sur les dangers de l'islam, et même dans les pires cas, de manger du porc et de boire de l'alcool. Nous estimons entre 2 et 3 millions le nombre de musulmans enfermés. Oui, vous avez bien entendu. Entre 2 et 3 millions. Avec ce chiffre, comment la Chine
peut-elle encore affirmer qu'elle n'interne que des terroristes? Il a suffi de quelques émeutes en 2009 pour que la liberté de religion de l'ensemble des Ouïghours soit menacée. Désormais, quiconque aura le malheur de porter un voile, de laisser pousser sa barbe, de posséder un Coran, ou même de donner à ses enfants un prénom jugé trop musulman, risquerait d'être considéré comme un terroriste et interné. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire d'avoir une pensée pour les familles. Imaginez-vous, vous partez à l'étranger et du jour au lendemain, vous n'avez plus aucune nouvelle de votre mère, votre père, vos frères et sœurs. Vous apprenez seulement des années après qu'ils ont été arrêtés et internés dans des camps. Vous demeurez dans l'impossibilité d'obtenir quelconque information sur la situation actuelle de votre proche. Et ne pensez même pas à revenir dans votre pays d'origine. Auquel cas, vous seriez vous aussi arrêté. L'intimidation chinoise opère même à distance. Vous vous rendez au guichet de votre immeuble et, sans rien avoir commandé, l'envoi d'un colis vous parvient. L'appréhension envahit votre esprit. Il est expédié de Chine. Vos jambes se mettent à trembler. Vos coordonnées et l'adresse de vos parents, habitants du Xinjiang, sont largement visibles. Pourtant, vous n'avez plus de contact avec votre famille depuis des années. Vous comprenez alors que l'expéditeur n'est pas celui auquel vous pensiez initialement. Voyez-vous, pour la Chine, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins d'incarcération. Elle n'exclut aucune cruauté, pas même le chantage familial. J'ai la conviction que chacun d'entre vous mesure la gravité de cette situation. Mais alors j'ai une question pour vous. Avez-vous conscience que vous participez indirectement à cette tragédie? Nike, Zara, Amazon, Adidas, Apple et j'en passe. Des marques que vous achetez probablement. Et des marques qui exploitent les Ouïghours. Nous sommes complices. Nous sommes complices, et pourtant, la politique menée par la Chine nous semble profondément injuste, et même atroce. Aujourd'hui, personne ne peut prétendre être ignorant face à ce que subissent les Ouïghours. Nous avons tous entendu leur nom, et je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont vu les vidéos humiliantes diffusées sur les réseaux sociaux. Des vidéos dans lesquelles nous voyons des hommes à genoux, les mains et les pieds liés, le crâne rasé et portant un uniforme bleu. Pourtant, qui, dans cette salle, peut affirmer avoir complètement changé ses pratiques de consommation? Il est aujourd'hui absolument nécessaire d'agir. Notre silence équivaut à une complicité passive, et nous ne pouvons plus nous permettre de rester silencieux face à l'oppression et l'injustice. Nous avons la capacité, à notre échelle, de boycotter les marques participant à ce drame, mais aussi faire en sorte que jamais la voix des Ouïghours ne s'éteigne. Nous devons lutter pour un monde où chaque individu peut vivre librement et dignement, sans crainte de persécution ni de discrimination en raison de l'appartenance religieuse. Pour finir, je vous rappellerai les mots de Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix en 1984. Le silence face à l'injustice et la complicité avec l'oppresseur. Je vous remercie de votre écoute. Erwan Anders. Quelle solution pour le squatting? Bonjour, mesdames et messieurs et membres du jury. Qu'est-ce que le squatting? C'est un ou plusieurs personnes qui occupent un logement illégalement.
c'est-à-dire un logement vacant ou destiné à la destruction. Pourquoi nous avons pris ce sujet? C'est un sujet particulièrement compliqué, complexe, mais aussi intéressant. Mesdames, Messieurs, qu'avons-nous comme loi? Le 27 juillet 2023, la loi dite anti-squat réduit la procédure d'expulsion du locataire et sanctionne par de lourdes amendes leurs squatteurs et les locataires qui ne quittent pas le logement. Dans les livrets de droits de l'homme et du citoyen, 2 articles parlent du squatting. Ce qui nous intéresse, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Tout un individu a le droit à la vie et à la liberté et à la sûreté de sa personne. Dans l'article 17.1, toute personne aussi bien seule qu'en collectivité a le droit à sa propriété. Dans l'article 17.2, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Maintenant, cher public, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un propriétaire d'une maison de parents décédés. Je suis ouvrier métallier, je gagne le SMIC et je suis locataire de mon appartement. Mes parents viennent de décéder, ils étaient propriétaires d'une maison et ont économisé toute leur vie pour la payer. Ils étaient propriétaires d'une petite maison, donc ils n'avaient plus les moyens de s'en occuper proprement. Donc j'ai hérité de leur maison, je ne peux l'occuper rapidement car il y a de gros travaux à faire et je n'ai pas l'argent pour la payer, ni le temps de le faire moi-même. Je viens de m'apercevoir que la maison est occupée par des squatteurs. Donc, que faire pour faire respecter mon droit de propriétaire? Donc, du côté des squatteurs, il se passe ceci. Je suis mère célibataire avec 2 enfants. Je gagnais moins que le SMIC d'un travail à temps partiel. Et maintenant, je suis au chômage. Je ne parvenais plus à payer mon loyer et j'ai été expulsé. Et maintenant, je suis... Heureusement, c'était l'hiver, alors on a campé sur la côte. Mais j'ai décidé d'aménager avec des copains que j'ai trouvés pour m'abriter contre l'hiver. Donc, c'était 3 maisons abandonnées dans un quartier de la ville où il y a aussi une friche industrielle. Mais un des propriétaires est venu hier, très énervé, et m'a menacé de porter plainte et de me faire un procès. Donc, vous, je vais vous poser une question, que vous feriez-vous face à cette situation? Donc, le militant défenseur et l'avocat examinent ensemble les solutions qu'ils peuvent proposer. Solution numéro 1, maintien de la plainte, intérêt, inconvénient. Solution numéro 2, maintien du squat pendant la période d'hiver, intérêt et inconvénient. Soit, on évoque une 3e voie, une réunion réunissant le propriétaire, le squatteur, le maire et les services sociaux de la commune pour examiner la mise en œuvre du droit. Donc, nous avons réfléchi à une petite solution. Nous proposons au maire de la ville de rénover les bâtiments et d'installer les personnes vivant à la rue dans les nouveaux bâtiments. Donc, nous avons proposé au maire de proposer aux personnes vivant dans la rue un travail pour qu'ils puissent se nourrir, se loger, mais aussi payer des factures et autres. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs les membres du jury, je me tiens devant vous aujourd'hui pour plaider avec conviction contre l'exploitation des migrants. Une cause urgente qui réclame notre attention et notre action immédiate. Mais mesdames et messieurs, imaginez-vous, ne serait-ce qu'un instant,
voguant sur les eaux agitées de la Méditerranée, l'incertitude étant votre seul horizon et le rêve d'une vie meilleure votre seul espoir. C'est sur cet océan déchiré par le sort tragique de milliers de personnes que je vous invite ce soir à tourner votre regard, à écouter leurs cris silencieux qui résonnent à travers les siècles et à vous joindre à ce combat important contre l'exploitation des migrants. En invoquant les principes sacrés de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous nous engageons à protéger la dignité et les droits inaliénables de chaque individu, quel que soit son statut migratoire. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule avec force que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Cette affirmation solennelle résonne avec force au cœur de notre lutte contre l'exploitation des migrants, rappelant que chaque être humain a le droit fondamental à la dignité et à la liberté. Ces migrants qui, par exemple, travaillent dans des conditions inhumaines pour un salaire de misère, sacrifiant tout pour un rêve fragile, celui d'une embarcation de fortune qui, au lieu de les mener vers la liberté, les précipitera probablement vers un destin tragique en Méditerranée. Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont bien plus que de simples données. Ils sont les héros anonymes d'une guerre. Ils sont les héros anonymes d'une tragédie humaine qui se déroule sous nos yeux dans l'indifférence générale. Comme en Libye, où leur sort est particulièrement déchirant. Contraints de travailler dans d'abominables conditions pour honorer un passeur, ils luttent chaque jour pour survivre dans un pays qui ne leur offre que très peu d'espoir. Comme l'a si justement souligné Nelson Mandela dans son livre « Un long chemin vers la liberté », la dignité de l'homme requiert que nous soyons sensibles à la souffrance de nos semblables et que nous agissions en conséquence pour leur apporter secours. Cette citation de Nelson Mandela exprime l'importance de la compassion et de l'action envers ceux qui souffrent. C'est donc ensemble que nous pouvons et nous devons créer un monde où l'exploitation des migrants est un crime passé. Une histoire que nous pourrons raconter à nos enfants en disant « Nous avons compris, nous avons agi, nous avons sauvé des vies. » Michael Burrell, photojournaliste à bord d'un navire de Médecins sans frontières, en témoigne à travers ses récits. Ces sauvetages en mer, tous autant bouleversants les uns que les autres. Il raconte le destin terrible de ces personnes, s'accrochant durement au bateau pour ne pas perdre la vie. Aïna, 13 mars 2017. L'odeur de l'essence est entêtante. J'ai l'impression que je vais m'évanouir à tout instant. Malgré les vapeurs de carburant qui leur montent à la tête, les gens trouvent encore l'énergie pour paniquer en voyant l'eau monter à l'intérieur du bateau. Je suis sur le point d'abandonner, mais soudain, la lumière d'un gros bateau apparaît à l'horizon. Restez calme. Voici les premiers mots que nous crient les sauveteurs, en anglais, en français et en arabe. Mais je sens la panique croître en moi. Nous sommes en train de couler. À cause des vapeurs d'essence, je ne comprends plus rien. Mon esprit divague. Je ne sais pas comment s'appelait cette femme morte à côté de moi. Et non, ces mots ne sont pas le récit d'une histoire fictive, mais bien celle de migrants traversant la Grande Bleue. Car chaque année, ce sont 3700 personnes qui y périssent. Malgré l'aide apportée par les nombreuses associations comme SOS Méditerranée et Médecins sans frontières qui parcourent cette mer, ce n'est pas suffisant. En 2015, l'Europe a été secouée par une crise migratoire d'une ampleur sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Près d'1 million de réfugiés, fuyant les conflits et les persécutions au Moyen-Orient et en Afrique, ont entrepris des voyages périlleux pour atteindre les frontières de l'Union européenne. Parmi eux, des centaines de milliers ont traversé la Méditerranée. Une voie devenue synonyme de danger et de tragédie. Au cours de cette année seule,
Plus de 3000 personnes ont péri en mer, cherchant désespérément refuge sur les côtes européennes. Ces naufrages ont mis en lumière l'urgence d'une action concertée pour prévenir de nouvelles pertes tragiques. Cependant, face à cette situation désespérée, il est impératif de rappeler la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, tel que l'article 16 de cette convention qui stipule que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne. Car, mesdames et messieurs, ne l'oublions pas, derrière chaque chiffre, chaque statistique, se cache une vie brisée, une famille en détresse, un être humain désespéré, une histoire qui mérite d'être racontée. Je remercie chacun d'entre vous pour votre attention. Je vais maintenant appeler les élèves de terminale Amy Pernet, Enzo Dubosc-Brousset, qui vont plaider pour le droit des femmes en Iran. Inspirez et expirez calmement, doucement. Calez votre rythme sur ma voix. Et maintenant, plongez dans ce pays bordé à l'ouest par l'Irak, à l'est par le Turkménistan, l'Afghanistan et le Pakistan. Et enfin, face à vous, la mer Caspienne. Les vagues se brisent à flanc de montagne, rugissent aussi fort que son peuple, qui se rue, pareil à une même lame, creusant le pavé des villes et charriant de sa houle l'odeur âcre du sang et des bombes lacrymogènes. Et parmi ce désordre ambiant, ponctué de charges et de rappels à l'ordre, vous regardez les voiles qui flottent dans le vent. Un vent qui agite les consciences depuis plus d'un an, les consciences des hommes, ou plutôt des femmes, car vous êtes une femme vivant sous une république islamique. Ce sont des mots de façade. L'Iran n'a rien d'une république. Vous êtes une femme parmi des chevelures brunes qui flottent sous le même vent. Déjà, vos opposants chargent et tirent sur la foule qui se disperse dans un cri qui vient du même cœur. Mais vous ne bougez pas. Et lorsque l'un d'eux vous attrape et vous tire par les cheveux, vous ne pensez pas à la douleur de votre cuir chevelu, ni à celle de vos genoux qui raclent le béton. Vous ne pensez qu'à cette hirondelle qui vient de s'envoler, et au fait qu'à des milliers de kilomètres de là, dans un pays qui vous semble aussi loin que la planète Mars, se trouve une jeune femme, comme vous, du même âge, et qui rit sans doute avec ses amis. L'Iran n'a pas toujours été comme ça. Dans les années 70, les Iraniens s'indignaient et réclamaient leurs droits. Ils voulaient une république. Seulement, le pouvoir religieux s'en est mêlé et Rouhollah Khomeini, de retour de son exil en France, est parvenu au pouvoir. Qu'a fait la France lorsqu'elle a laissé cet exilé politique repartir vers l'avenir qu'elle connaissait? Rien. Et aujourd'hui, après d'innombrables élections et réélections, c'est une poupée de chiffon qui dicte aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur corps. Derrière lui, les mollahs. La répression, nous l'avons bien trop oublié, dans nos pays où la peine de mort n'est plus qu'un lointain souvenir, sévit comme un juge sadique. Des gens meurent. Voilà le fait. La mort de Mahsa Amini, en septembre 2022, en est un bon exemple, un parfait même. Elle a été arrêtée pour avoir laissé dépasser une mèche de cheveux de son hijab et rouée de coups en garde à vue. Elle n'a pas survécu. Un soulèvement populaire, violemment réprimé par les autorités, s'en est suivi. Cela a coûté la vie de 500 Iraniens en un an. Voilà les faits. Aujourd'hui, ils ne peuvent sortir dehors sans la boule au ventre, avec une arrestation publique, d'une mort certaine. Car la justice punitive du gouvernement continue. Et je n'ai pas peur de poser les mots pour la dénoncer. En octobre 2023, il aura fallu 20 secondes
20 secondes pour que la police des mœurs iraniennes agresse et arrête, pour ensuite conduire à la mort de l'adolescente Armita Garaband pour absence du port du voile. Le peuple iranien ne peut plus danser, chanter, jouer ou même rire. Voilà les faits. Or, selon un texte rédigé par l'homme, et justement pour protéger l'homme, je parle ici de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon son article 3, tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Vous qui avez eu un aperçu de la vie de ce peuple en danger, pouvez-vous affirmer leur sécurité? Non. Non, leurs vies sont constamment en danger, soumis au risque d'arrestation, d'empoisonnement, de kidnapping, ou même encore de torture. Car oui, elle existe encore en Iran, et le régime des mollahs ne se lasse pas de l'utiliser. Vous pensez qu'après ça, il n'est plus possible de faire pire, d'aller plus loin dans l'horreur? Ah si seulement. Des femmes continuent d'être arrêtées et jugées de façon expéditive. Oh, les peines sont souvent les mêmes. Enfreint la loi de la charia, n'a pas respecté l'interdiction de manifester, tenue ostentatoire, et on s'en prend également à leur famille. Leur famille. Et dans cette tourmente, il y a dit seulement un seul pays qui vient en aide aux femmes iraniennes, ou qui engage au moins des procédures d'aide ou de restriction internationale. Non. Non, ces grandes puissances qui ont la chance de vivre dans la paix ont simplement fait que des annonces officielles. Cela revient à disputer un enfant de sa dispute, sans songer une seule fois, à un seul moment, à le punir. J'entends d'ici les questions, mais s'il soit arrêté, torturé, jugé injustement, pourquoi ne part-il pas? Tout paraît beaucoup plus simple, du point de vue occidental, n'est-ce pas? Bien, connaissez-vous seulement les risques qu'ils encourent s'ils s'en vont? Tout d'abord, il faudrait que les frontières soient propices au départ, ce qui n'est pas le cas. Puis qu'ils réussissent à se procurer un passeport, ce qui est quasi impossible, surtout et évidemment pour une femme. Les seuls qui ont réussi à s'enfuir du pays jusqu'à présent sont essentiellement les intellectuels qui, de par leur récente étude à l'étranger, ont un visa. Mais c'est tout. Finalement, je pense que nous autres occidentaux, nous ne sommes bons qu'à lire des romans sur la condition des femmes, tels que le sublime L'automne et la dernière saison, de l'auteur Nassim Arashi. Un livre que je recommande cependant vivement à tous ces gens qui ne font que minimiser ces événements d'une gravité sans nom. Le voyage de Masha Amini sur cette terre est fini. Son enveloppe flotte pourtant dans nos consciences. Depuis plus d'1 an, elle pourrait voir son peuple enflé comme une vague. Cela enflammerait son cœur. Cette vague se nomme révolution. Cette révolution est une histoire de femmes, mais je l'espère aussi celle d'hommes. Ces derniers se sont d'ailleurs réunis en nombre derrière les femmes, et ce, dès le début des manifestations en Iran. Cette histoire est avant tout une épopée humaine, celle des femmes qui se tiennent debout, celles qui ont crié non, suivies par leurs sœurs et par leurs frères. Ceux qui se battent en Iran malgré la mort, ceux qui se battent avec leur langue, leur culture, leurs livres, dans le pays loin derrière la mer, et ceux qui, je l'espère, se battront enfin lorsqu'ils cesseront de porter ce bandeau qu'ils appellent justice. Désormais, il y a une femme qui flotte dans leur conscience, une femme qui navigue, qui ne pourra plus jamais aimer, rire, lire, chanter, et pour qui un cri a été lancé. Mais l'avez-vous seulement entendu, ce cri? Quelle est votre mobilisation à vous, pays occidentaux? Quelle est votre compréhension de la chose? Lorsque toutes les hirondelles se seront envolées, qu'il ne restera plus que les vautours, repenserez-vous à cette femme qui flotte en vous disant « Elle nous avait prévenus » ou resterez-vous dans le déni, cette couverture chaude et douce, bien plus confortable que la vérité, ce chiffon revêche? Lorsque les mollahs, ces charognards, en voudront plus et se mettront à pulluler au-dessus de toutes vos têtes, repenserez-vous à la houle qui battait les pavés de Perse? Chère puissance, chers États modernes, souhaitez-vous devenir cela ou voulez-vous à nouveau voler parmi les oiseaux du printemps iranien? Voulez-vous rejoindre les hirondelles perses
et célébrer la mémoire de Masha Amini en clamant ce cri « Femme, vie, liberté !» J'appelle maintenant Thaïs Breton et Louise Moreau, élèves de seconde, pour vous parler des violences conjugales. L'actrice, humoriste et chanteuse Camille Lelouch a récemment témoigné de son parcours. Elle fait partie de ces femmes, de celles qui ont subi et encaissé les coups et abus de leur mari. Elles ont toutes un prénom, un nom et une vie. Elles cachent toutes le même secret, celui qui pourrit leur cœur et leur corps. Il peut s'agir de votre mère, de votre sœur, ou alors votre tante, tant qu'elles sont nombreuses. Ce n'est normal qu'il y ait encore trop de violence. C'est un fléau qui doit cesser. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Voici ce que dit l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais pourtant, selon le site de la vie publique, 244 000 personnes ont subi des violences conjugales en 2022, dont 86% sont des femmes. La violence conjugale est la violence exercée par l'un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple. Plusieurs violences conjugales existent. La violence économique, la violence administrative, la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique, ainsi que la violence sexuelle. Ces violences ne devraient pas exister. Elles sont un fléau qui est nécessaire de stopper. C'est le dimanche 28 novembre 2021 que courageusement Camille Lelouch a pris la parole. Elle a mentionné dans une interview des faits de ces violences qu'elle a vécues lorsqu'elle n'avait que 19 ans. Un terrible cauchemar. Dans cette interview, elle raconte la pire nuit de sa vie, celle où elle a cru mourir. Elle témoigne aussi « Je me sentais humiliée » ou encore « J'avais peur pour ma vie ». Son conjoint venait en effet de la menacer en lui lançant un « Si tu bouges, je te tue ». Elle affirme qu'elle a alors compris les femmes qui tuaient leur mari violent. L'homme et la femme sont des êtres égaux selon la DUDH. Mais pourtant, Camille Lelouch et son ex-conjoint n'étaient pas égaux, car leur relation était une relation de domination. En effet, l'autorité et le pouvoir étaient entièrement dans les mains de son conjoint. 118 femmes sont mortes en 2022 sous les coups de leur mari. Ces homicides conjugaux sont malheureusement très fréquents au sein du couple. Peu de femmes arrivent à prendre la parole comme Camille Lelouch, et elles n'ont pas encore la notoriété, elles sont invisibles. Trop de femmes sont concernées, trop de femmes restent dans l'ombre. 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour un harcèlement sexuel. 2 ans de prison et 45 000 € d'amende pour un harcèlement moral. 20 ans de réclusion criminelle pour un viol. La loi réprime les violences conjugales, mais dans les faits, c'est tout autre chose. En effet, les femmes se font frapper, abuser, violer et parfois même tuer, et pourtant, la plupart des plaintes sont classées sans suite. Ces femmes, pourtant, ont voulu se battre pour que les coupables payent. Et c'est sans compter aussi les séquelles qu'entraînent ces dernières. Qu'elles soient physiques ou psychologiques, elles sont dévastatrices et marquent à vie. Fractures, dents cassées, bleues font partie de ces séquelles. En 2018, elles n'étaient qu'un quart des victimes à avoir été blessées et à être examinées par un médecin. Détresse, perte de confiance en soi, anxiété, crise de panique, tristesse, honte, culpabilité, tension intérieure, colère, désespoir. Ce sont les séquelles psychologiques, celles qui ne se voient pas mais qui sont pourtant les plus dévastatrices, pouvant mener à des cas plus graves, comme la dépression ou bien le suicide. Il faut que tous ensemble nous nous battions pour changer la justice, afin que ces femmes soient reconnues et entendues. Mal, blessures et séquelles sont des mots représentant le quotidien de ces femmes. Le nombre de témoignages s'agrandit chaque jour. Selon une étude, une femme sur 3 a été victime de violences sexuelles ou physiques. Elles sont à chaque coin de rue, ou alors dans votre entourage. Les femmes et les hommes doivent s'entraider afin de sauver ces femmes de ce malheur. Les violences subies, nous l'avons dit, sont toutes différentes, mais ruinent les vies des femmes. Il faut stopper cela en le dénonçant. Même si un petit nombre de femmes gagnent leur procès, les coupables gagneront toujours. Ils gagneront car ils ont réussi à tuer leur vie.
Et pour celles qui ont eu la chance de s'en échapper, il faut pouvoir les aider, leur prouver que même si les hommes les ont abîmées, elles se relèveront. De nombreuses associations, telles que la Fondation des femmes, le Planning familial, Femmes solidaires, la Ligue des droits de l'homme, existent et mettent en place des actions. Ces associations sont présentes dans les villes. C'est le cas à Saint-Malo. Il faut les soutenir. Le gouvernement doit les soutenir. Il faut donc protéger ces femmes, dénoncer ces hommes et se battre. Je vous demande à tous de défendre chaque jour ces femmes, car en faisant cela, vous les sauvez de l'enfer, de l'emprisonnement et d'une destruction de toute une vie. Il faut que ça change. Ce n'est plus possible que ces hommes ne soient pas punis et vivent avec une conscience tranquille sans une once de regret dans le cerveau. On espère avoir réussi à parler au nom de ces femmes, celles qui vivent dans la peur et parfois dans le silence, tout en sachant que leurs bourreaux sont encore en liberté. Vous les rendez plus fortes lorsqu'elles brisent le silence. En les défendant et en les aidant, vous leur sauvez la vie tout simplement. Nous vous remercions. Bravo. Valette Kéline. Élève de première. Mesdames, Messieurs, membres du jury, bonsoir. L'article 3 proclame que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Aujourd'hui, je vous implore de regarder au-delà des chiffres, des statistiques et de voir les visages de la souffrance et les visages de la souffrance, les voix étouffées par les horreurs qui se déroulent à Gaza. Id Rajab, 6 ans, massacré par l'armée israélienne. Hazan, 10 ans, décédé de la famine. Des femmes violées. Voici les dangers auxquels font face les Palestiniens, des citoyens dont la vie est méprisée par les chefs d'État. Vous, citoyens du monde, vous avez le pouvoir d'aider un peuple en souffrance. On me dira qu'Israël a été agressé, c'est inadmissible, je le conçois. Mais la situation à Gaza est une tragédie humaine sans précédent. À ce jour, le 8 mai 2024, nous pleurons les 34 735 vies perdues, dont la majorité étant des femmes et des enfants. C'est la 30e semaine d'une guerre implaçable. Un exemple frappant de l'inefficacité des Nations Unies face à de telles atrocités. Les civils innocents, piégés dans la violence, subissent des attaques incessantes contre des zones densément peuplées, des frappes au sol et des bombardements d'obus. Les destructions d'infrastructures vitales telles que les écoles détruites qui privent le droit à l'éducation, comme convenu dans l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, je cite, « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement fondamental et élémentaire. » J'aimerais partager avec vous le destin de cet homme, un professeur nommé Rafa'a Alaher, qui a été tué lors d'un bombardement israélien. Il s'agissait d'une figure de la communauté palestinienne, qui engageait les jeunes de Gaza à écrire et s'exprimer en anglais. C'est le destin que résume le journal anglais The Guardian dans l'article publié le 13 mars 2024. Des fins aussi atroces, il en existe hélas bien d'autres. Les hôpitaux, également grandement touchés, tandis qu'un blocus inhumain entrave l'accès aux biens de première nécessité. Cette réalité choquante viole les droits les plus fondamentaux de l'homme, dont celui à la vie, à la liberté et à la sécurité, énoncé dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. De ce fait, j'ai décidé de vous parler de ces événements comme d'un nettoyage ethnique qui se déroule sous nos yeux par ces actes cruels de violence et de persécution, violent ces droits fondamentaux en faisant naître la terreur et en compromettant la vie, la liberté et la sécurité de ces innocents. Le nettoyage ethnique est une tentative de création de zones géographiques à homogénéité ethnique par la violence, la déportation ou le déplacement forcé. Nous y perdons alors le droit à la vie, à la liberté,
ainsi qu'à la sûreté, ce qui est contraire à nos idées citées dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par exemple, le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 est le dernier des génocides du XXe siècle. Orchestré par le parti au pouvoir au Rwanda, le génocide a fait 1 million de victimes en l'espace de 3 mois. Mais ce n'est malheureusement pas le seul. D'autres génocides ont eu lieu. Les guerres de Yougoslavie, la guerre civile au Darfour, les massacres au Congo, la guerre du Haut-Karabakh et les persécutions envers les Tatsus au Sri Lanka. Parlons alors de la guerre en Yougoslavie, qui a duré de mars 1993 à juin 2003, qui a fait plus de 6 millions de morts, notamment les événements tragiques à Srebrenica ont été un rappel brutal des conséquences dévastatrices du nettoyage ethnique. Les crimes commis dans cette région, où des milliers de personnes ont été tuées en raison de leur appartenance ethnique, ont marqué l'Europe d'une honte indélébile. Les atrocités commises ont violé gravement l'article 2 de la Déclaration, qui garantit que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou de distinction ethnique. On parle de la guerre de Yougoslavie, il en existe tant d'autres. Tous ces exemples nous rappellent qu'il n'y a pas de nettoyage ethnique sans bourreau. Or, déjà, des journalistes nous rappellent le comportement tortionnaire de certains soldats israéliens qui ne se cachent pas en publiant des photos lorsqu'ils sont au combat. Ces images ne sont pas simplement dures, mais elles traduisent aussi d'une déshumanisation inquiétante des soldats prêts à tout pour tuer. Au-delà du débat sur le nettoyage ethnique, nous pouvons être d'accord sur les risques que génère cet événement. Celui d'abord d'une guerre qui se diffuserait peu à peu. Déjà, Israël a attaqué une partie du Liban Sud. Déjà, l'Iran a envoyé des missiles sur Israël. Déjà, des pays ont choisi un camp, par exemple les États-Unis, en fournissant des armes à Israël. Cet événement est source de conflits plus grands, à l'échelle régionale, voire pire. La question est déjà posée. Ne risquons pas une guerre mondiale? D'ailleurs, rappelons un événement qui a contribué à la Première Guerre mondiale. L'élimination des Bulgares de Thrace pendant et après la Deuxième Guerre balkanique en 1913. Cette guerre provoqua la rupture de l'alliance russo-bulgare, laissant la Serbie comme seul allié de la Russie dans cette région importante. C'est pour cela que la Serbie reçut le soutien total de la Russie lors de la crise de juillet 1914, qui mènera à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'Iran et Israël mènent une guerre l'un contre l'autre, avec l'implication des États-Unis. Cette guerre pourrait-elle se transformer en guerre mondiale? Pour conclure, mesdames, messieurs, voici ces exemples poignants, démontrant la nécessité urgente d'agir contre le nettoyage ethnique et les violations des droits de l'homme qui en découlent. Aujourd'hui, nous sommes face à un cas historique. Il est de notre devoir de poser les termes de ce massacre, un nettoyage ethnique. En tant que gardiens des droits de l'homme, nous avons le devoir moral de condamner ces atrocités, de plaider pour la justice et de travailler sans relâche pour construire un monde où la diversité est célébrée et où chaque individu est traité avec dignité et équité, quelle que soit son origine ethnique. En effet, la pratique du Conseil de sécurité des Nations Unies, en relation avec la crise qui a secoué l'ex-Yougoslavie dans les années 1990, permet aussi d'éclaircir le phénomène du nettoyage ethnique. Dans sa résolution 819 adoptée le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme d'abord le principe de la souveraineté et l'intégrité et l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, il prend soin de condamner comme une violation du droit international humanitaire. Avec cela, il assimile le nettoyage ethnique à toute prise ou acquisition de territoire par la menace ou l'emploi de la force. Le nettoyage ethnique et le génocide ne peuvent pas être assimilés parce qu'ils ne sont pas identiques et qu'ils poursuivent des finalités différentes. Comme dit précédemment, le nettoyage ethnique a une finalité territoriale. En effet, son intention n'est pas, contrairement
au crime de génocide, à rechercher la destruction physique ou biologique d'un groupe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. Le génocide contre les Ouïghours. Vous êtes en exil, contraint de fuir votre pays après 6 ans en prison pour avoir tenté d'alerter la situation de votre peuple. Vous êtes sans nouvelles d'une quarantaine de membres de votre famille, dont 11 de vos petits-enfants. Vous êtes Rebia Kadir, une des grandes voix du peuple ouïghour. Vous avez vu des femmes devenir folles d'avoir été trop torturées. Il vous a été demandé de signer des aveux de terrorisme, un sexe à quelques centimètres de votre visage. Vous êtes Gulbar Jalilova, et vous témoignerez de ces 1 an, 3 mois et 10 jours d'internement jusqu'à votre mort. Vous vivez votre vie dans la crainte d'un jour faire partie de 2 millions de Ouïghours, enfermés et exploités dans les camps. Dans la crainte de devenir un numéro, comme ce membre de votre famille dont vous avez oublié le nom. Vous êtes un enfant que l'on a arraché à sa famille. Vous pleurez. Mais pas de souci. Dans quelques années, grâce à l'école que vous offre gracieusement l'État chinois, vous aurez oublié votre famille et vos origines. « 1966. Année du dernier concert de Beatles. De l'autre côté de la planète, Mao Zedong lance la révolution culturelle. Son but est de rallier le peuple chinois sous la bannière rouge et de tourner le dos à un passé arriéré et capitalisé en détruisant tout ce qui le représente. Cela se fera au prix de centaines de milliers, voire de millions de morts. Au Tibet, comme au Xinjiang, notre pays des camps et des arrestations arbitraires, des monuments religieux, temples et mosquées sont attaqués et détruits. Et les principales minorités non sinisées du pays n'ont étonnamment pas fervemment apprécié cette période. Il faut dire que l'histoire de ces minorités, dont font partie les Ouïghours, joue en leur défaveur, puisque non sinisées signifie qu'elles osaient revendiquer leur culture et ne se sentaient pas chinoises. Enfin, les Ouïghours allaient finalement se sentir intégrés à l'Empire du Milieu, puisque depuis quelques années, l'État envoie des Chinois Han, l'ethnie majoritaire, vivre au Xinjiang. Je ne dirais pas que c'est de la colonisation, loin de moi cette idée, sinon Israël coloniserait la Palestine et le monde marcherait sur la tête. Les tensions continuent de grimper entre ethnies au Xinjiang. Entre actes de rébellion, discrimination et arrestations arbitraires, jusqu'à ce qu'en 2014, la Chine crée, en réponse aux actes terroristes du début des années 2010, ces camps de transformation par l'éducation, ou centres de formation professionnelle qu'ils qualifieront humblement, des centres de formation professionnelle où les Ouïghours, internés de force, sont soumis à de conditions inhumaines. Ils sont contraints de renier leur religion en buvant de l'alcool ou en mangeant du porc, à adopter l'idéologie du parti unique, où ils sont violés, torturés, où les femmes sont stérilisées, où même les enfants participent au travail forcé. Les motifs d'arrestation, famille suspecte. Suspecte de quoi? On l'ignore. Car la plupart des arrestations se font sans procès. Et lorsqu'il y en a un, l'accusé n'a pas le droit de défense. Pourtant, selon l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout homme se voit égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection vis-à-vis de celle-ci. Et alors que les mains ouïghours fabriquent nos vies, alors que les jambes ouïghours fuient ce qui se disent leur état, alors que les esprits ouïghours hésitent entre rêves utopiques et rêves sans espoir, liberté et dignité s'effacent. Ce plaidoyer s'adresse au monde entier, autant aux industriels qu'aux États, qu'à nous tous, citoyens du monde.
Car oui, tout le monde sait ce qu'il se passe. Et nous pouvons sembler enfoncer une porte ouverte, il est vrai, mais ramenée au second plan, la situation ne fait que stagner, alors que les victimes, elles, ne font qu'augmenter. Et si rien ne change, la jeunesse continuera, comme Gulbar Jalilova et tant d'autres Ouïghours, qui témoignent, et témoignent, et témoignent encore, d'expliquer qu'on ne peut pas, en tant qu'être humain, laisser les choses continuer ainsi en notre âme et conscience. Surtout lorsque notre rôle dans cette affaire est tout sauf négligeable. Depuis le 20 janvier 2022, la France reconnaît, alors que la majorité des pays ne l'ont pas encore fait, ce génocide et ces crimes contre l'humanité d'en être. Il fallait s'y attendre. Le ministère des Affaires étrangères chinois dément fermement cette version des faits. Mais je vous en conjure, ne soyons pas dupes. Il n'est pas besoin de convoquer l'image du charnier, de la chambre à gaz ou de la machette pour établir la réalité d'un génocide. Il suffit de s'attarder sur ces quelques mots. Selon l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale, signé par 139 pays sur les 195 reconnus, 139 pays, dont ne fait étonnamment pas partie la Chine, est reconnu crime contre l'humanité quand ils sont commis dans le cadre d'une attaque contre toute une population civile et en connaissance de cette attaque. Alinéa A, le meurtre. Alinéa C, la réduction en esclavage. Alinéa E, l'emprisonnement. Alinéa F, la torture. Alinéa G, les violences sexuelles d'ordre comparable au viol ou à la stérilisation forcée. Quant au génocide, ces critères, tels qu'énoncés par la Convention des Nations Unies, comprennent le meurtre de masse, comprennent les préjudices physiques ou mentaux, comprennent les mesures entraînant la mort, comprennent les mesures visant à empêcher les naissances, comprennent le transfert forcé d'enfants. Mais prenons un peu de recul. Le mot génocide fut défini pour la première fois, en 1944, par Raphaël Lemkin. Il désigne aujourd'hui, communément, l'élimination intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou encore religieux en tant que tel. Ne voyez-vous pas le lien? Un peuple ramené à la simple idée de masse ethnique nuisible, à surveiller d'abord, puis à supprimer, à exploiter, à cacher, à faire taire. N'est-ce pas ce que sont les Ouïghours aujourd'hui? La Chine ne chercherait-elle pas à faire disparaître ce peuple non sinisé un peu trop affirmé, en les tuant à la tâche, en stérilisant les femmes? Votre esprit entend Shoah, je l'entends moi-même. Ce souvenir nous hante, nous, l'Europe. Alors pourquoi? Pourquoi, aujourd'hui, acceptons-nous que les mêmes erreurs, que dis-je les mêmes erreurs, que les mêmes crimes, que les mêmes abominations se produisent à nouveau? Rappelez-vous, plus jamais ça. Ce slogan, répété encore et encore par les prisonniers libérés du camp de concentration de Buchenwald à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi des mesures ne sont-elles pas prises? Pourquoi ne changeons-nous pas notre manière de consommer, ne serait-ce qu'en leur souvenir? Pourquoi, aujourd'hui, quand l'on vous dit le mot génocide, l'image de l'État chinois, effaçant chaque seconde un peu plus le souvenir ouïghour pour créer une identité nationale normée, moulée, préfabriquée, ne vous vient-elle pas rageusement à l'esprit? Mais vous et moi savons que ce n'est pas si simple. L'ennemi de la liberté aujourd'hui, c'est que cela nous semble à tous une horreur établie, qui nous attriste certes, mais nous attriste seulement, nous révolte peut-être, mais voilà tout. Car c'est ainsi que le monde est fait, et que rien, en tout cas pas à notre petit niveau, ne le changera. L'ennemi de la liberté, c'est ce sentiment qui nous ment, qui nous trahit, en trahissant l'humain et ses droits fondamentaux à travers nous. Oui, ces droits fondamentaux, ces droits premiers,
accordée à tous, dès la naissance, et inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 4. Nul ne sera réduit en esclavage. Bafoué. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, soit des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Bafoué. Article 9. Nul ne sera arbitrairement arrêté ou détenu. Bafoué. Mais que faisons-nous de cette déclaration? Que faisons-nous de nos valeurs? Nous pouvons agir. Et c'est sans crainte de cliché que je le dis. Car cette phrase est à ce point reprise, c'est qu'elle est à ce point vraie. Tous ensemble, nous sommes plus forts. Remarquez ici que nous ne parlons plus de spéculation ou de conjecture, mais de faits, soutenus par des témoignages poignants et des preuves irréfutables. L'ennemi de la liberté aujourd'hui, c'est cette incitation à consommer qui nous entoure et nous interpelle sans cesse. C'est cette course au bas prix, mais au grand profit, dans laquelle sont engagées la majorité des entreprises. Ces entreprises qui, en commerçant avec la Chine, financent son système d'esclavage, sans réel profit pour l'économie de notre pays. Un commerce responsable donc, qui passe outre les droits de l'homme. Tout cela pour répondre à une demande ridiculement excessive, dans le seul but de permettre à de riches Français de devenir, hurrah, encore plus riches. Nous avons aujourd'hui le pouvoir et la capacité de stopper un génocide. Pourquoi devrions-nous défendre cette manière de faire qui ne correspond plus à nos valeurs et qui ne respecte ni les fabricants du produit, Ouïghours et autres travailleurs forcés et ouvriers surexploités, ni les clients, pressés de consommer toujours plus rapidement? Pour citer un certain député européen, dont l'anonymat sera préservé pour cause d'approche des élections, la Chine est dépendante du marché européen. Ce n'est pas une relation à sens unique. Nous sommes le premier marché du monde. La position à avoir est que, tant qu'il y aura des camps, tant qu'il y aura de l'esclavage en Chine, il n'y aura pas d'accord d'investissement avec ce système. Lorsque l'on interroge des hommes et des femmes ouïghours, une chose qui ressort souvent, c'est la lassitude. La lassitude de voir son témoignage entendu sans que rien ne bouge, de le voir se perdre dans la multitude de ces horreurs établies. L'ennemi de la liberté, aujourd'hui, c'est la lassitude des victimes de crimes contre l'humanité de se voir dépossédées de leur combat, car les politiques agissent sans eux. Et parce que quand eux parlent, ils ne se sentent pas réellement compris. Pas suffisamment, en tout cas, pour que les choses changent, pour que les gens changent. L'ennemi de la liberté aujourd'hui, c'est la puissance géopolitique de la Chine qui se pose avec la Russie en protectrice des pays ayant souffert de la pensée colonialiste occidentale. C'est ce jeu d'alliance qui rend impossible d'agir. Car apprenez, si vous ne le saviez pas déjà, que la 44e séance de l'ONU sur les droits de l'homme, soldée par la signature, par 46 pays, d'une lettre soutenant les actions antiterroristes de l'État chinois au Xinjiang. Parmi ces 45 pays, on retrouve de nombreux pays ayant souffert ou souffrant encore de colonisation, ainsi que de nombreux pays musulmans. On se doute bien que ces pays n'ont, pour la plupart, pas de réelle conviction génocidaire à l'égard des Ouïghours. Mais 45 États, sur les 195 reconnus, c'est presque un quart des pays du monde qui soutient la Chine dans son crime contre l'humanité. Nous n'avons pas parlé de la surveillance intrusive au Xinjiang, des multiples condamnations à la peine de mort de Ouïghours, des familles que l'on vise pour faire taire. Nous n'avons pas parlé d'Ajar, rentré dans un camp de concentration, qui se rend compte que, tandis que son fils hurle « Maman, maman !», sa fille ne la reconnaît pas. « Qui êtes-vous » Ou de Meg Pirette, qui à 25 ans a déjà vécu l'enfer, enfermée dans la pièce noire pendant une semaine effrayée, attachée à une chaise, sans jamais bouger. Chaque seconde, ajoutant à l'humiliation de devoir déféquer sur place à travers un trou dans l'assise de cet homme qui implore qu'on lui rende sa vie après avoir vu son fils dans une vidéo récitant par cœur l'hymne chinois, oubliant jusqu'à son prénom et sa langue natale, alors que sa femme se trouve déjà dans un camp de redressement. Nous n'avons pas parlé de tous les textes des lois
et de toutes les conventions qu'écrase la Chine de son inhumaine puissance. Article 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 18, 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 1er de la Convention de 1948 pour la répression du crime de génocide, qu'elle a pourtant signé puis ratifié en 83, pour n'en citer qu'une infime partie. C'est donc dans ce jeu mal fait qu'il faut jouer pour espérer sauver les minorités de ce monde. Mais ne laissez surtout pas les règles du jeu vous dégoûter de lancer l'idée, ou vous avez déjà perdu. Rappelez-vous que la France était à partie de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et s'est donc engagée, comme stipulé dans le tout premier article, à prévenir et à punir tout génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou de guerre. Les choses doivent enfin bouger. Si les marques n'agissent pas, que les 153 États parties de la Convention de 1948 accomplissent leur devoir et fassent un embargo sur les produits issus de l'esclavage. Et si les États non plus n'agissent pas, nous devons croire en nous. Ne sous-estimons pas la force d'un groupe qui, lorsqu'unis dans une même direction, l'histoire nous l'a prouvé, peut tout accomplir. Et toi, accepteras-tu la vie de ces milliers de femmes détruites, de ces milliers de femmes violées, stérilisées? Accepteras-tu l'idée de ces milliers d'hommes torturés, exploités, tués? Accepteras-tu l'idée de ces milliers de vies, des vies comme la tienne, détruites? 400 camps, 2 millions d'innocents. Alors arrêtons dès aujourd'hui de perpétrer ce génocide de l'autre bout du monde. Car dans 15, 10, voire même 5 ans, il sera peut-être trop tard. Ce ne sera plus le moment de dire plus jamais ça, une énième fois. Contre les prises d'otages dans le monde. On m'a traité d'animal, d'un sac de viande, d'un simple pion dans un jeu que je ne contrôle point. On m'a traité de tout, sauf d'un être humain. Je suis devenu un chiffre, un simple bénéfice dans leur commerce morbide. L'un de riz, un sang qui érode mon dernier rempart de dignité. La peur me déchire. Chaque seconde s'étire une éternité d'angoisse. Mes pensées se heurtent, cherchant pour une issue. Alors que mes yeux cherchent désespérément un signe de compassion dans leur regard de pierre. Mais il n'y a rien. Seulement le froid métallique des canons et la chaleur suffocante de ma propre terreur. Une prise d'otage, mesdames et messieurs, est une tragédie pour ceux qui sont pris, mais une comédie pour ceux qui regardent. Honorables membres du jury, l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui proclame que nul ne doit être soumis à des traitements inhumains, résonne avec une pertinence tragique lorsque l'on considère la pratique persistante de prise d'otages partout dans le monde. Alors face à cette tragédie, mesdames et messieurs, nous devons nous rappeler des valeurs et des principes qui nous unissent en tant qu'êtres humains, comme les lois nationales, ou les conventions internationales, ou encore le Code civil qui condamne fermement les prises d'otages. Et pourtant, les statistiques sont alarmantes, mesdames et messieurs. Chaque année, 20 à 30 000 personnes sont prises en otage dans le monde, victimes d'organisations, de groupes criminels et de gouvernements corrompus.
leurs cris étouffés dans l'indifférence générale et leurs souffrances occultées par des raisons politiques et économiques. Alors que je me tiens ici, aujourd'hui, devant vous, je ne vous demandais pas de ressentir ma douleur, mais seulement de comprendre l'urgence de combattre cette horreur. Car ce n'est pas seulement ma voix que vous entendez, mais l'écho de milliers de voix, comme celui d'André, celui d'Anna, celui de Rosé, celui de John, ou encore celui de Suzanne. Ils sont français, anglais, chinois, brésiliens, russes. Ils sont de différentes parties du monde qui ressentent les mêmes expériences odieuses. Mais que peut-on faire? Alors en réalité, mesdames et messieurs, nous pouvons rien faire tout seuls. Mais ensemble, mesdames et messieurs, nous pouvons être le début d'une nouvelle ère sans l'acte abominable des prises d'otages. Ensemble, mesdames et messieurs, levons-nous et luttons contre les prises d'otages. Ensemble, mesdames et messieurs, défendons la dignité de chaque être humain. Ensemble, proclamons haut et fort que la liberté et la justice triompheront sur les ténèbres de la tyrannie. Mais chacun a le choix de choisir. Alors si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que j'ai fait mon choix de combattre contre les prises d'otages. Et vous? Si vous avez fait votre choix, mesdames et messieurs, alors merci. Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Donc nous allons passer donc à la plaidoirie numéro 10. Jade Chenetia et Manon Gesbert, élèves de terminale, qui nous enjoignent de protéger les enfants en temps de guerre. Rien ne justifie les meurtres, les mutilations ou les enlèvements d'enfants. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux de Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF, le 10 octobre 2023. Pourtant, depuis le samedi 7 octobre 2023, 14 037 enfants sont morts du conflit israélo-palestinien. Malheureusement, ce conflit n'est pas une exception, et prendre les enfants comme cible de guerre est presque devenu une banalité. La frustration et la tristesse du conflit israélo-palestinien résident dans sa longue histoire de souffrance et de pertes humaines, ainsi que dans l'absence claire pour une résolution durable. C'est pourquoi, aujourd'hui, mesdames et messieurs les membres du jury, nous plaidons pour une réelle protection des enfants en temps de guerre. Cette année 2023 a connu de nombreux conflits, tels que le conflit en Ukraine, dans le Sahel central ou encore en Israël. Ces conflits prennent pour cible des enfants. Au total, 60 32 153 enfants sont atteints par la guerre selon l'UNICEF. J'ai bien dit 60 32 153 enfants. Aujourd'hui, un enfant vivant dans un pays en conflit, dont il n'a pas choisi, dont il ne peut pas sortir, peut être confronté à d'extrêmes violences, assister à des scènes d'horreur, à de l'emprisonnement, à du viol, à la torture, à la mort. Comment peut-on expliquer qu'il y a plus d'enfants tués à Gaza depuis octobre que dans le monde ces 4 dernières années? D'autant plus que la Déclaration universelle des droits de l'homme, via l'article 5, affirme que nul ne sera soumis à la torture, à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, parlant de Sema Djelani, elle est membre de l'International Rescue Community et de Medical Aid for Palestinians. Et elle raconte: j'ai dû m'occuper d'un bébé au bras et à la jambe arrachée à même le feu. Actuellement, un bébé
avec une urgence médicale importante, ne peut même pas être pris en charge dans les meilleures conditions. Conditions que chaque enfant, chaque individu devrait recevoir en cas de blessure, n'est-ce pas? Est-ce normal que peu de temps après la naissance, ce bébé se fasse arracher le bras et la jambe? Également, l'article 3 de la TUDH affirme que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais continuons avec l'exemple de Sonia Ashker. Maman de 2 petits garçons, cette famille fait partie des rescapés du conflit israélo-palestinien. Elle raconte: Mes 2 enfants font des crises d'angoisse, des cauchemars la nuit. Il y a quelques jours, le plus petit d'entre eux a tout de suite mis ses mains sur ses oreilles lorsqu'il a entendu le bruit d'un avion. Je pense qu'ils seront marqués à vie. Trouvez-vous que ces traumatismes engendrés par la guerre sont synonymes de la sûreté de la personne promise par la DUDH? Les agresseurs de ces enfants vont-ils être arrêtés pour leur massacre et les traumatismes causés? Punis? Jugés? Comment est-il possible pour des humains de faire subir de tels traitements à des enfants qui, pour l'immense majorité, sont plus jeunes que nous tous ici présents? Ici, il est question de vos petits frères, de vos petites sœurs, d'enfants qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de vivre. Dans tous ces conflits, l'action de l'ONU ou de quelconque État reste moindre, voire inexistante. Une organisation des Nations Unies, qui est qualifiée de gardien de la paix, et qui ne peut même pas proposer un couloir humanitaire en Palestine. Ce gardien de la paix qui ne peut même pas permettre un cessez-le-feu en Ukraine. Ce gardien de la paix qui ne peut même pas aboutir à la paix au Congo. Ce gardien de la paix qui ne peut pas stopper le compteur d'enfants morts dans les pays en conflit. L'injustice que doivent ressentir ces millions de familles, ces millions d'enfants, une telle impression d'abandon ne pourra qu'engendrer haine et violence. Est-ce normal qu'une organisation aussi importante que celle de l'ONU ne puisse rien faire pour ces millions d'enfants, pour ces familles? Pour exprimer notre désaccord, nous pouvons soutenir des organisations non gouvernementales qui, elles, aident réellement ces pays et ces enfants en danger. En 2024, tous ces conflits sont médiatisés. La médiatisation de ces conflits apporte des preuves. La médiatisation de ces conflits laisse place à des manifestations organisées dans le monde entier, à des concerts caritatifs, à des boycotts qui consistent à ne plus acheter une marque ou un produit qui soutiennent ceux qui sont à l'origine du conflit, ou encore à des fermetures d'exportation. Mais si tous ces conflits sont médiatisés et que des actions concrètes sont mises en place, pourquoi cela n'influence-t-il pas les décisions des dirigeants politiques? Nous savons très bien qu'aujourd'hui, et depuis toujours, l'opinion publique constitue une arme politique forte en cas de désaccord avec le gouvernement. Comme nous savons tout aussi bien qu'aujourd'hui, l'opinion publique est pour des cessez-le-feu. L'opinion publique est pour des arrêts de combat. L'opinion publique est pour la paix. Ces mouvements sont dans l'espoir de limiter le nombre d'enfants morts ou blessés et d'arrêter les responsables. Dans le rôle d'une reporter, nous souhaiterions vous parler de Lana Abou-Djamous. Elle est reporter de guerre et réalise des interviews d'enfants, alors qu'elle-même est une enfant. Lana Abou-Djamous a 9 ans et elle raconte. J'aime filmer et prendre des photos pour montrer au monde la souffrance des enfants ici. On est tout le temps déplacés. Je veux montrer tout ce que nous n'avons plus maintenant. Comment la Palestine et les pays du Sahel central pourront refaire confiance à leurs voisins, alors que ces derniers les ont regardés mourir sans rien dire? Parlons ainsi du recrutement des forces armées. Aujourd'hui, on pourrait qualifier les enfants soldats de normalité. Mais pourquoi? Car aujourd'hui, ces enfants voient la guerre depuis toujours. Ces enfants sont vulnérables et facilement manipulables par les forces armées. Mais ces enfants n'auront qu'esprit de vengeance, des sentiments haineux et grandiront avec. Ainsi, je voudrais parler de Mike Dragon. Il vient de la République démocratique du Congo et suit le programme Vision du Monde. Il partage son histoire d'enfant soldat âgé de 11 ans. Lui-même a commis des actes dont il n'est pas très fier et dont il ne souhaite pas en parler. Mais comment est-ce possible de se faire recruter à l'âge de 11 ans pour aller faire la guerre?
Est-ce normal de laisser un enfant si jeune combattre? Mike, lui, est un enfant soldat. Mais nombreux sont les enfants embrigadés par des groupes terroristes, car on leur promet vengeance et bonheur. Ne pensez-vous pas que proposer une protection spéciale à ces enfants éviterait qu'ils grandissent dans la violence? Les enfants sont vulnérables et pendant la guerre sont confrontés à la violence. Malgré le fait que chaque enfant a le droit d'être protégé contre toute forme de violence physique ou mentale, d'après l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant, on peut constater une arme de guerre, stratégie nommée le viol. Ce crime qu'un enfant en temps de guerre peut subir, ce crime qu'un enfant en temps de guerre peut voir, ce crime qui peut faire d'une enfant, sans son consentement, une mère. Ici, prenons l'exemple d'une mère et sa fille. Toutes deux ukrainiennes, elles sont originaires de la ville de Boutcha. Et la maman raconte. Faites tout ce que vous voulez de moi, mais ne la touchez pas. Je crois que seuls mes yeux et mes oreilles n'ont pas été violés. Saluons tout d'abord le courage de cette mère qui a protégé sa fille du viol. Mais tous ces enfants, en temps de guerre, n'ont pas forcément de mère pour les protéger. Trouvez-vous normal, je me pose la question, trouvez-vous normal que des enfants deviennent mères? Ensemble, avec une protection spéciale, une réelle protection apportée à ces enfants, protégeons ces filles, ces enfants, pour que cela n'arrive plus. Le trafic d'êtres humains. Le trafic d'êtres humains comprend plusieurs formes. La prostitution, l'esclavage, y compris domestique, la vente d'organes et le mariage forcé. Seule cette dernière forme n'est pas pratiquée sur les enfants en Ukraine. Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, raconte. Le nombre de victimes potentielles arrivant d'Ukraine est susceptible d'attirer à la fois les agresseurs individuels et opportunistes se faisant passer pour des bénévoles, ainsi que des réseaux criminels spécialisés dans le trafic d'êtres humains. Parmi ces victimes, les enfants. Alors que cet acte est interdit par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui affirme par l'article 35 que les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans nationaux, bilatéraux et multilatéraux pour empêcher l'enlèvement, la traite ou la vente d'enfants, à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Eux aussi font partie de ces personnes qui cherchent à échapper à la guerre pour trouver une vie meilleure. Mais à la place d'échapper à la guerre, ils rentrent dans le cauchemar du trafic d'êtres humains. Avec une réelle protection apportée à ces enfants, un tel cauchemar pourrait être évité. Comment la Russie et l'Ukraine pourront s'entendre alors que des centaines d'enfants ukrainiens ont été victimes de traite, d'esclavage, de trafic, acte interdit par l'article 35 de la Convention internationale des droits de l'enfant? Mais surtout, les enfants meurent en masse, alors qu'ils sont censés être protégés par la Convention de Genève et le droit humanitaire. Et trop souvent, en plus d'être des cibles, les parties belligérantes bloquent l'acheminement de l'aide humanitaire dont les enfants ont besoin pour survivre. Ils nient ce droit. Cela engendre la mort de millions d'enfants dus à la malnutrition ou à de graves maladies. Aujourd'hui, l'ONU cite une famine généralisée, presque inévitable. Si ces enfants ne sont pas morts, ils se retrouvent seuls. L'UNICEF, quant à lui, estime à 1,7 million le nombre d'enfants qui ne sont pas accompagnés. 1,7 million. Mais trouvez-vous normal que des enfants, je répète, des enfants se retrouvent seuls dans un pays en guerre? Chaque enfant qui vit au milieu d'un conflit armé porte en lui une histoire personnelle poignante à partager. En Palestine, Ryan, 11 ans, était avec sa famille chez son oncle quand sa maison a été bombardée. Elle y a perdu presque tous les membres de sa famille. Son père, sa mère, son frère, ses sœurs. De plus, la petite Ryan a été blessée à la jambe. Cette dernière a dû être amputée. En Ukraine, Alexei, 14 ans, a perdu 2 doigts et 1 pouce lorsqu'une grenade a explosé entre ses mains. Il est primordial d'ouvrir les yeux et d'offrir une réelle protection à ces enfants. Aujourd'hui, nous devons les protéger. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter que des enfants meurent en masse.
Merci de l'attention que vous avez. La torture. La Marie a choisi Bianca Avrakevich Bernacchi en candidate libre. Mesdames et messieurs les jurés, cher public, je défends aujourd'hui l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Un article très simple, il tient en une seule et courte phrase. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Et pourtant, il est toujours aussi compliqué de le faire respecter. Et pourtant, lorsque je me tiens devant vous, je ne suis pas seule. À mes côtés se tiennent des millions d'accusateurs, mais ils n'ont pas pu se lever et porter un doigt accusateur vers leur bourreau en criant « J'accuse !» C'est pourquoi je serai leur porte-parole et je déroulerai le terrible acte d'accusation. Aujourd'hui, c'est à cause des gouvernements qui préfèrent absolument faire la guerre que la torture est admise et tolérée comme faisant partie du phénomène de guerre en lui-même. Mais ce n'est pas la guerre, c'est un crime. La 3e Convention sur la torture a permis de criminaliser la torture et non plus seulement de l'interdire. Elle en fait une infraction pénale à part entière, c'est-à-dire qu'elle relève du droit absolument intangible et imprescriptible. Je reprendrai pour commencer l'élan de Victor Hugo, puisqu'il s'agira toujours de la même chose. Voulez-vous savoir où elle en est, la torture ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis aujourd'hui, du temps où nous vivons, et au XXIe siècle. Voulez-vous des faits? Voici des faits. Les premiers qui signèrent cette convention, les premières, car ce furent les démocraties, furent celles-là même qui se permirent de commettre juste après les pires atrocités. Car alors qu'en 1985, une convention inter-états-unienne pour la prévention et la répression de la torture avait lieu, moins de 20 ans après, en 2003, les États-Unis d'Amérique investissaient la prison d'Abu Ghraib en Irak comme centre de détention et d'interrogation pour les rebelles. Des prisonniers qu'on ne devait pas torturer sont, je n'ose même pas le dire, qui comprendrait-on? Que pourrions-nous comprendre de ces souffrances? Enfermés dans des tentes sous une chaleur insoutenable, sans eau, forcés à faire des besoins, leurs besoins, dans des tranchées, sans aucun vêtement de rechange, privés de manière prolongée de sommeil, maintenus de force dans des positions extrêmement douloureuses, exposés à des musiques bruyantes, à une lumière vive, dévêtus, menottés et forcés à simuler des rapports sexuels entre eux, nus en isolation pendant 9 jours, sodomisés avec une matraque, roués de coups de poing, battus et forcés à ramper nus. Mais à la fin, je vous le demande, que reste-t-il de l'homme? Moi, je ne vois plus que de la bouillie. Mais il doit bien rester quelque chose. Oui, quelque chose qui gronde dans ses corps après l'humiliation et l'écrasement.
la rage et le désir de justice. Car toujours aujourd'hui, des victimes témoignent. En 2024, 3 des anciens détenus de cette prison continuent et sont là à se battre. Ils ouvrent de nouveau cette affaire béante, une honte béante, et lancent encore un procès qui a débuté ce 15 avril. La justice n'a pas encore été faite. Et dans mon exemple, il ne s'agit que de vengeance. Les États-Unis d'Amérique se sont soudain exclamés « Vengeance à ceux qui nous ont offensés! Vengeance sur ces terroristes qui nous ont humiliés! Vengeance! L'État se venge! Mais ce n'est pas justice. De quel droit? Je dis bien de quel droit, je vous le demande. L'État se venge sur ses ennemis par la torture, alors qu'il doit faire appel à la justice, à un tribunal, et qu'il doit respecter sa propre constitution. Et où cela le mène? Cela même que les États-Unis ont voulu combattre et exterminer les terroristes, ils leur ont donné une rage plus grande encore, une rage de combattre et d'exterminer. Ainsi naît Daesh et ses calamités. Nous devrions alors continuer à subir les lubies et les humeurs d'États qui n'ont pas de respect pour l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme ne doit pas exister seulement pour les plus petits États. C'est un haut commandement à respecter, une déclaration qui doit être supranationale, à laquelle les petits, comme les grands pays, doivent se soumettre. Comme s'est exclamé Camus 2 jours après qu'on ait lancé la première bombe atomique sur Hiroshima, il s'agit pour nous de plaider plus énergiquement encore en faveur d'une véritable société internationale, où les grandes puissances n'auront pas de droits supérieurs aux petites et aux moyennes nations. On torture encore, ailleurs, en Russie, que parce qu'on ne va pas dans le même sens que la société, que parce qu'on n'y est pas aliéné, que parce qu'on estime être digne d'une condition de vie meilleure, digne d'être libre, qu'on estime valoir quelque chose, que parce que Alexeï Navalny a réclamé la liberté politique pour lui-même et ses partisans. Où donc a-t-il été déporté? Dans une prison en Arctique, où les violences et les mauvais traitements sont monnaie courante, où on le prive de soins. Et alors que la Russie est responsable de ces détenus, que fait-elle? Elle les laisse mourir. Elle les regarde avec mépris et ignore l'homme qui meurt face à elle, les yeux dans les yeux. Vous ne réagissez pas? Vous ne sourcillez même pas? Mais vous êtes censé vous lever de tout votre poids et dire haut et fort que non, un agent de la fonction publique ne torture pas les hommes. Non, un homme soumis à ces mêmes agents n'abandonne pas ses frères. Non, l'État ne tue pas ses citoyens, il les protège. D'autres noms? Combien d'autres noms nous faudra-t-il pour nous apitoyer assez et arrêter cette terreur? Dois-je renchérir? Dans ce cas, ailleurs, en Chine, il y a cette douleur infâme, cette douleur qui donne envie de se donner la mort, plutôt que de continuer à subir, à sentir chaque partie de son esprit arrachée, morceau par morceau. Là-bas, on nous arrache nos droits, on nous extirpe notre humanité, on démantèle notre tête parce qu'elle est dangereuse, parce que savoir est dangereux, parce que s'exprimer, être libre enfin, c'est être une menace et c'est faire la pire offense à ces États dictatoriaux
qui refuse de perdre le contrôle et qui accepte pour cela les pires bassesses. Notre seule volonté divergente est un outrage. Et c'est cela qu'on a voulu anéantir chez Sun Renze, qui a été arrêté le 28 mars 2018. Et il a été transféré dans les mêmes camps d'internement que les Ouïghours, au Xinjiang. Parce qu'il aurait troublé l'ordre public, parce qu'il aurait appartenu à un gang criminel. Cet homme est mort en plein interrogatoire, mort des séquelles de la torture. Mais peut-être ne savez-vous pas exactement ce que c'est la torture. Peut-être même êtes-vous incapable de l'imaginer, tant vous représenter ces images vous outrepassent. Le personnage de Stefan Zweig, dans Le joueur d'échecs, est lui aussi prisonnier, lui aussi torturé. On ne nous faisait rien, dit-il. On nous laissait seulement face au néant, car il est notoire que rien au monde n'oppresse davantage l'âme humaine. De manière identique, l'un des chefs policiers a affirmé pendant l'extorsion des aveux qu'il s'agissait de détruire complètement la volonté spirituelle de l'accusé. En plus de cela, en plus de la torture blanche, ce sont des cicatrices causées par des décharges électriques. C'est les marques rouges qui palpitent sur vos poignets parce qu'on vous a suspendu pendant des heures, comme du bétail. J'aurais pu, à vrai dire, faire ma plaidoirie sur un ton moins grave. Il est certain que le rire est tout aussi capable de relever la gravité d'un malheur, d'une situation inadmissible ou de violence. J'aurais pu parler avec peut-être moins d'éloquence, mais leur rire à eux est macabre. Eux qui souffrent véritablement, eux qui agonisent dans des souffrances qu'on l'a dit, on n'imagine même pas, eux qui sont humiliés et détruits, leur rire, c'est le rire de ceux qui deviennent fous, c'est le sourire kabyle de ceux qui se noient dans l'hystérie, dans une douleur qui est si insupportable que oui, c'est tellement comique qu'elle puisse exister et être infligée. Mais enfin, si encore des voix s'élèvent pour raconter simplement les faits, eh bien elles sont censurées. C'est tout ce que nous savons, car il n'y aura sans doute plus jamais aucune trace d'eux. Ceux qui ont osé dire « on torture un innocent », ceux qui ont osé écrire « on torture impunément », ceux qui ont osé crier « justice pour la souffrance qui a coulé ». Mais en attendant que les grands esprits s'éveillent, mesdames et messieurs les jurys, vous tous ici dans cette assemblée, jouons notre rôle pour sauver l'humanité. Je vous le demande, ne fermons pas lâchement les yeux sur ces ignominies, n'ignorons pas la gravité de ce qui est commis sous prétexte que chez nous, tout semble acquis. Outrageons-nous, interpellons les pouvoirs publics, positionnons-nous aux côtés des véritables victimes, car comme moi, d'autres essayent de vous raisonner, les artistes persistent et jouent leur rôle dans des sociétés perturbées, qui est celui de faire prendre conscience de l'univers, de poser les bonnes questions et d'élever l'esprit, comme l'a si bien dit l'artiste serbe Sabrina Abramović. J'emprunterai enfin mes dernières supplications à un homme qui avant a, comme moi, tenté de faire la lumière sur les injustices de nos nations. Comme Zola, éclairons ensemble les infractions, portons-les jusqu'à la justice et la peine qu'elles méritent. Au nom de cette humanité qui a tant souffert et qui a le droit au bonheur, je vous en remercie.
l'enseignement français repose, selon moi, sur un enseignement contre-intuitif. Il déroge en cela aux droits de l'homme, formulé par le deuxième point de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article affirme en effet que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine. Or, l'enseignement français est tout sauf épanouissant. Il est même aliénant. Mais pourquoi l'est-il? Pour y réfléchir, prenons appui sur Michel Foucault, un philosophe enseignant qui a remis en cause nos normes éducatives. Ce dernier cherchait à comprendre ce qu'est l'essence du savoir. Selon lui, la posture de l'enseignant ne doit pas être celle d'un rapport de force, et c'est pourtant ce qu'elle est aujourd'hui. Il explique que, je cite, « L'enseignant, c'est celui qui sait une chose que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Ainsi, quand il aura fini d'enseigner, il exigera de vous de connaître son enseignement, en vérifiant si vous le savez. De nos jours, ce rapport de force est mis en place dans la majeure partie des écoles et universités françaises. C'est de même dans les hôpitaux, les casernes, les prisons, partout. Il s'est implanté. Les disciplines, au sens de Foucault, sont des méthodes d'assujettissement des individus. Elles relèvent d'une technologie politique qui vise à produire des corps dociles, obéissants et utiles. À la lecture de Michel Foucault, on peut donc se questionner sur le rapport de force à l'école. Avez-vous déjà vécu ce type de rapport de force? Être en classe, dans un espace quadrillé, avec des activités rigoureusement planifiées, être inspecté dans ses moindres mouvements. En cas de manquement, la sanction tombe. En un mot, la discipline. Or, une société disciplinaire a pour majeure fonction de dresser. Cette réalité va à l'encontre des principes fondamentaux de la dignité humaine et de la liberté individuelle énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Foucault argumente aussi sur cette idée, explorant l'émergence d'une société disciplinaire, et cela dès le XVIIIe siècle, en examinant notamment le rôle de l'école qu'opère un dressage des élèves à travers des pratiques disciplinaires telles que l'organisation de l'espace et du temps, les rituels de sanction et d'examen, ainsi que la surveillance constante par les enseignants. Mais au-delà de ça, ce rapport de force qui s'est installé dans notre apprentissage est contre-intuitif. Pour contrer cet enseignement, qu'il compare à une prison, Michel Foucault parle d'érotiser le savoir, c'est-à-dire de le rendre désirable. Je voudrais savoir pourquoi érotiser le savoir n'est-il pas d'actualité dans notre société. Vous connaissez tous ces petites remarques sur le fait de poser trop de questions, ou encore le fait de sortir du programme, le programme, il n'y a que ça qui compte. Favoriser l'épanouissement de l'homme par l'éducation, comme le mentionne l'article 26 de la DUDH, cela inclut le droit d'avoir accès à un enseignement de qualité qui suscite l'intérêt et la curiosité des élèves. Ainsi, lorsqu'un enseignant répond à des questions qui passionnent les élèves avec une réaction désintéressée ou décourageante, cela va à l'encontre du principe fondamental du droit à l'éducation tel que défini dans cet article. Érotiser le savoir, c'est reconnaître et valoriser l'importance de la curiosité intellectuelle et de l'engagement dans le processus d'apprentissage, ce qui est essentiel pour garantir le plein exercice du droit à l'éducation pour tous. Par ailleurs, pour s'épanouir, l'élève doit être écouté dans ses aspirations. Je vais prendre mon cas particulier. Des expériences comme les miennes, il en existe des milliers. Même si elles ne portent pas sur les mêmes sujets que le mien, j'ai une aspiration, celle de devenir riche. Et quand je dis que je veux devenir riche, on se marre. Ou on me répond que tout le monde veut devenir riche, alors que je suis plus que sérieux en disant cela. Pourquoi les professeurs, les enseignants
ne considère pas cela comme un vrai projet. Si je disais que je suis fan de pâtisserie et que mon rêve est de devenir pâtissier, on me dirait alors sans doute « Oh, très bien, va dans telle école de pâtisserie ou passe le CAP boulangerie, j'en sais rien. » Et dans mon cas, on me répond « Devenir riche, c'est le rêve de tout le monde. » Avec un ton qui te fait te sentir inférieur. Et on se sent bête quand on entend ce genre de phrase. Je réponds donc à ces gens en disant cela. Partout où il y a tout, il n'y a rien. Maintenant, pensez réellement que votre but est de devenir riche? L'article 27 de la DUDH stipule que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Cela met en avant le droit de chacun à poursuivre ses aspirations, y compris celles liées à la recherche de richesse. Dans le respect de ses droits et de sa liberté de choix. Ainsi, en intégrant cet article à ma plaidoirie, je défends le droit de chacun à une éducation inclusive, ainsi que le droit de chaque individu à poursuivre ses aspirations personnelles sans discrimination ni entrave. J'ai une question importante à vous poser. Savez-vous seulement ce que représente un diplôme? Le diplôme n'est qu'une valeur marchande du savoir. Si c'est bien pourquoi vous voulez un diplôme, demandez-vous pourquoi vous faites les choses. En m'entendant dire toutes ces choses, cela me remémore les paroles de mon professeur, dont je ne citerai pas la matière, qui tout à coup, dans un cours, nous a fait comprendre que le bac ne vaut rien. Il affirmait savoir en nous regardant cas par cas où nous allions finir. En regardant autour de moi, j'ai vu des visages déprimés. Ce n'est pas le premier enseignant que j'entends dire cela. Mais dans cet enseignement, je ne comprends pas une chose, l'incohérence. L'incohérence des propos mis en jeu. Avez-vous déjà stressé lors d'un diplôme? Vous êtes-vous donné du mal à réviser pour qu'au final, on vous explique que ce que vous venez d'accomplir n'est qu'une chose basique, que l'on donne à tout le monde? Pourquoi travailler d'arrache-pied pour cela si tout le monde obtient le bac? Juste pour être comme les autres? C'est une question. Je n'en ai pas la réponse. Je n'aime juste pas faire les choses pour rien, personnellement. Je parle, mais vous pourriez me dire que l'école à 16 ans n'est pas obligatoire. Je vous rétorne la question, avez-vous des parents? La pression des parents joue un rôle important dans ce système scolaire, des attentes, de l'espoir, de la fierté, etc. Je suis bien placé pour en parler car j'ai remis ma vie et ce qui l'entoure en question. Ce qui a poussé mes parents à essayer de comprendre de plus en plus pourquoi. J'ai commencé à réfléchir à mes ambitions et pourquoi je fais telle ou telle chose. Mais sachez que cette réflexion n'est toujours pas finie et je pense qu'elle ne le sera jamais. J'espère sincèrement que ma vision de la vie est une belle vision de la vie et qu'elle n'est pas obstruée par de fausses croyances. Mais ce que j'ai remarqué depuis ces réflexions, c'est que je ne me demande plus si rater ma vie, c'est rater ma scolarité. Car oui, à l'école, cela est le débat même de toute anxiété. En demandant à une intelligence artificielle ce qu'elle en pensait, j'ai eu une réponse qui m'a laissé sans voix. Car elle reprend les mots de l'article 26 de la DUDH. Je cite, « Il est essentiel de reconnaître que la réussite dans la vie ne se limite pas aux performances académiques et que chaque individu a le droit d'explorer ses propres aspirations et intérêts. L'éducation devrait encourager la curiosité, la créativité et l'autonomie, plutôt que de se concentrer uniquement sur la conformité aux attentes externes. » D'où vient la réponse de mon professeur énoncée ci-dessous, on est hors programme. Avez-vous cette impression que vous étiez persuadé de réussir quelque chose dans la vie, mais la pression de vos parents, de vos enseignants, vos résultats scolaires ont joué en votre défaveur? En définitive, je pense avoir dénoncé à ma propre façon tout ce que je pense être anormal dans l'enseignement. Ces lignes, je les ai écrites comme je désirais qu'elles le soient, et non comme on aurait voulu me les dicter.
Je peux comprendre que les enseignants se sentent visés ou touchés, mais cela est malheureusement essentiel pour une meilleure compréhension des idées. Si les professeurs eux-mêmes se sentent touchés par mes reproches, cela ne signifie-t-il pas une forme de réussite, non? Après tout, je suis en train de faire une critique sur l'enseignement, et les professeurs sont des enseignants. Ils ont le pouvoir de changer les choses. Mon discours est rempli de questions. Je n'impose pas, je questionne juste. Et je reste ouvert à tout débat, car oui, je ne suis pas parfait, comme ce système. J'ai une dernière question. Peut-on réellement avoir une meilleure façon d'apprendre? La dernière plaidoirie que va nous présenter Pierre Lebert, élève de terminale, s'intitule « La parole, c'est le tout ». Honorables invités, l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme dispose « Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression », ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Ce passage, souvent bafoué à travers l'histoire, est pourtant l'un des principes mêmes et la base de tout droit humain. Je dénonce les traitements inhumains, les vies des familles brisées et tous les messages pacifiques perdus dans l'oubli. Malala Yousafzai, Nahed Atta et bien d'autres, tant de noms qui auraient pu contribuer à un monde meilleur et réduits au silence. Des pays, fervents oppresseurs contre cette liberté, luttent encore et encore afin de taire cette envie d'émancipation et de libre expression de tellement de personnes. Mesdames et messieurs, notre avenir en tant qu'être pensant est en jeu à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, en chacun de nous et pour nous tous. Je souhaite ici prôner et honorer les individus qui ont lutté pour la raison et contre l'oppression. Je souhaite mettre en avant la bataille légitime de la parole. Je veux vous présenter aujourd'hui le combat de martyrs tués pour taire l'avenir. Des martyrs au service des autres, des martyrs à la force tranquille. 17h17, New Delhi, un coup de feu, un mort. S'enfuit en courant devant lui un fanatique religieux, acceptant la parité religieuse que prévoyait Gandhi en Inde. S'effondre devant son porche un homme, mais aussi le père de la nation indienne. Un homme dont le vie a été une symphonie de paix, de justice et de non-violence. Gandhi s'est illustré en étant un exemple de la simplicité, de la vérité et de la recherche constante de l'autosuffisance. Il ne recherchait pas à combler ou à satisfaire sa propre vie, mais celle des autres. Il donnait de son corps et de son esprit sans même l'idée d'un possible retour. Il fut le fer de lance de la protection des droits de l'homme et de la promotion de la justice sociale. Je souhaite ici plaider en faveur de son héritage inconditionnel, transcendant les époques, les mœurs et les sociétés. Je souhaite plaider pour que sa mémoire ne soit pas un outil passé, mais un des matériaux pour construire le futur. Tel un architecte du changement social, il a défié les normes de son temps en luttant contre les discriminations basées sur la caste, en prônant l'éducation pour tous et en plaidant en faveur du droit des femmes. Son engagement envers l'égalité a tracé la voie pour la création d'une société plus juste et inclusive, un idéal vers lequel nous devrions tous aspirer. C'est cette voie, autant porteuse de bienfaits que légitime, que nous devons tous relayer. Relayer, c'est croire en un monde meilleur pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. La parole, c'est le tout, l'éloge, le blâme, un acquiescement, une contestation, le sacré et le profane. Selon Louis de Bonald, la parole est dans le commerce des pensées ce que l'argent est dans le commerce des marchandises. La parole comme valeur, comme essence même de la nature de l'homme. Dire, c'est faire ce que l'on pense. Obstruer la parole, c'est obstruer cette valeur. Chaque personne possède en elle son lot de modifications, d'idées et de rêves. Pourquoi gâcher cette valeur si précieuse, si abondante, mais à la fois si rare? Ces idéaux et valeurs que Gandhi partageait, je les retrouve aujourd'hui chez une femme afghane du nom de Malala Yousafzai. Le 9 octobre 2012, un attentat survient à la sortie de son école alors qu'elle n'avait que 15 ans. Cet attentat n'avait pour but le prosélytisme religieux ou les conflits ethniques, mais bien de la faire taire.
Une balle dans la tête pour couper une parole, n'est-ce pas un petit peu exagéré? Une organisation terroriste nationale contre une jeune fille de 15 ans. Elle revendiquait librement l'accès à l'éducation pour les jeunes filles de son pays, au même titre que les jeunes garçons. En comparaison à Gandhi, elle devient l'icône de la liberté pakistanaise. En 2013, elle écrit le livre dont le titre explicite pleinement son combat. Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. La réalité me choque. En quasiment un siècle, rien n'a changé. Parole, oppression, parole, oppression. Les exemples sont nombreux et omniprésents. Naed Attar, 56 ans, jordanien, 3 balles dans la tête. La raison? Il défendait le droit fondamental à la liberté de pensée et d'expression en remettant en cause les normes de sa société. Victime de l'oppression et de l'intolérance, il restera au même titre que Gandhi ou Malala un symbole de courage et de résistance. La liste est trop longue pour la citer. 779 journalistes emprisonnés en 2022 et 86 tués, et bien d'autres voix, petites ou grandes. En somme, le droit à la parole est bien plus qu'un simple droit. C'est un impératif moral et politique qui nourrit notre humanité et façonne notre avenir. Nous devons le défendre et le préserver avec fermeté, car c'est seulement à travers lui que nous pouvons affirmer notre plein potentiel. Le droit à la parole est pour moi bien plus qu'un simple privilège ou qu'un simple droit. C'est un pilier fondamental de ce que nous sommes, la clé de voûte de la liberté individuelle et collective. En permettant à chaque individu d'exprimer ses idées, ses opinions, ses préoccupations, le droit à la parole donne vie. Merci. Alors maintenant, le travail le plus dur, c'est pour les membres du jury. Mon cher Patrick, en te remerciant encore d'avoir accepté cette lourde charge, eh bien, je te laisse le micro. Donc, attribution des prix. Prix Ligue des droits de l'homme niveau seconde. C'est le numéro 7. Donc, le génocide contre les Ouïghours. Bravo, félicitations. Alors, c'est donc avec plaisir que vous allez pouvoir bénéficier chacun et chacune, mesdemoiselles, d'un bon d'achat pour une valeur de 20 € à la droguerie, la librairie droguerie, donc vous pourrez acheter ce que vous voulez, et il y en a au premier étage et même au rez-de-chaussée si vous voulez des produits pour les voitures. Il y a de toute façon, ils sont en regardant. Et puis aussi, là je te laisse la parole. Bien, une place de son concert chacune à la Nouvelle Vague, avec un concert de votre choix par rapport à la programmation déjà établie. Je ne sais pas si c'est quelque chose de particulier, mais mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Claire et Céline qui sont à genoux ici dans l'allée centrale. Ce sont les professeurs référentes de Beaupertuis et de Jacques Cartier sur lesquels nous, la Ligue des droits de l'homme, on s'est beaucoup appuyé et que je veux à nouveau remercier pour leur investissement dans cette soirée et dans ce travail. Ensuite, prix Ligue des droits de l'homme, niveau première terminale, et c'est le numéro 1, c'est-à-dire Alice Pérez et Enora Roland, pour les camps d'entraînement ouïghours. Voilà. Même chose pour le
Ensuite, prix lycée Maupertuis, numéro 2. Erwan Anders, quelle solution pour le squatting? Alors il y a un prix, mais c'est pas moi qui vais le donner. Mais... Ah oui, c'est les suites. Oui, oui. Les droits des femmes en Iran, Amy Pernet, Enzo Dubosc, Bruxelles. Merci. Je dirais 2 fois. Merci beaucoup. Et puis... Coup de cœur, il était facultatif, mais on l'a attribué. C'est le numéro 12, Giovanni Bido, un enseignement contre-intuitif. C'est vrai que l'année dernière, après le premier concours de plaidoirie à Maupertuis, à la fin, après avoir distribué aussi les récompenses pour les élèves qui avaient été primés, on s'est dit, un petit coup, il manque quelque chose pour tous ceux qui ont travaillé. Et les élèves ont beaucoup travaillé. Je crois que la qualité de ce qu'ils vous ont présenté ce soir montre qu'ils se sont vraiment beaucoup investis. Donc, cette année, on va demander à tous les participants de bien vouloir se regrouper